Le 23 janvier 1944, à 6h47, un officier SS allemand en uniforme de camouflage blanc leva ses jumelles à ses yeux. Il faisait moins 28 degrés Celsius. Le gel s'abattait si fortement sur la steppe ukrainienne que les arbres crépitaient comme des coups de feu. L'officier se tenait dans une tranchée à 700 mètres des positions soviétiques. Il se sentait en sécurité. À de telles températures, les tireurs d'élite soviétiques étaient aveugles. Leurs viseurs s'embuaient. Leurs optiques devenaient inutilisables. Les Allemands le savaient. Ils l'avaient constaté pendant 2 hivers consécutifs. L'officier baissa ses jumelles. Il se tourna vers le capitaine qui se tenait à proximité et commença à parler. Il n'a pas terminé sa phrase. La balle lui pénétra le crâne entre les yeux. Il s'écroula à la renverse dans la neige. Le capitaine se précipita vers lui, mais il était trop tard. Le coup de feu retentit une seconde après l'impact. La distance était de 700 mètres. La température était de moins 28 degrés. C'était l'aube, quand la lumière est trompeuse et que les distances se déforment. Impossible. 37 minutes plus tard, un autre officier SS allemand tomba à 800 mètres de la même position. 1 heure plus tard, un troisième. À la fin de la journée, 5 officiers SS étaient morts. Tous tués d'une seule balle. Tous à des distances de 600 à 900 mètres. Tous par des températures glaciales qui auraient dû rendre le tir de précision impossible. Les Allemands commencèrent à comprendre. Du côté soviétique, quelqu'un avait résolu un problème qu'ils croyaient insoluble. Quelqu'un avait transformé le fusil Mosin ordinaire en une arme capable de fonctionner là où les lois de la physique l'interdisaient. Et cette personne éliminait méthodiquement leurs états-majors. Au cours des 4 mois suivants, 109 officiers SS allemands périront sous les balles du tireur d'élite. Parmi eux, 3 commandants de bataillon, considérés comme intouchables par le commandement allemand. Les soldats SS commenceront à murmurer l'existence d'un fantôme blanc, d'un démon armé d'un fusil de précision, d'une mort surgissant de nulle part dans l'air glacial. Mais ce n'était pas un fantôme. C'était une femme, mesurant 1m62, pesant 53 kg. Sergent-chef dans l'armée rouge. Elle avait 22 ans. Et elle venait de révolutionner le combat de tireurs d'élite. Voici comment elle a fait. La sergente Lyudmila Andreïevna Savelieva avait 22 ans. Née à Poltava, elle était la fille d'un instituteur et d'une infirmière. Avant la guerre, elle travaillait dans une usine d'optique où elle assemblait des lunettes de visée pour fusils de chasse. Ses doigts étaient habitués à la précision. Elle connaissait le fonctionnement des optiques. Elle comprenait pourquoi les lentilles fonctionnaient et pourquoi elles se cassaient. Elle avait 19 ans au début de la guerre. Le 2e jour, elle se rendit au bureau de recrutement militaire. Elle fut refusée à 3 reprises, jugée trop jeune, trop fragile, trop féminine. Mais elle revint une 4e fois, munie de documents de l'usine d'optique et d'un certificat du club de tir où elle s'était entraînée pendant 2 ans avant la guerre. Elle fut admise à l'école de tireurs d'élite en novembre 1941. Elle termina sa formation après 4 mois. Sur 80 cadets, elle se classa 3e au tir. Elle fut envoyée sur le front ukrainien en mars 1942. On lui attribua un fusil Mosin Nagant, modèle 1891-1930, équipé d'une lunette de visée PU. Cette lunette grossissait le fusil 3 fois et demi. C'était l'équipement standard des tireurs d'élite soviétiques. Savelieva servait dans la 237e division de fusiliers. En janvier 1943, elle avait participé à 23 opérations de combat et comptait 42 victimes confirmées. Méthodique, prudente et patiente, elle pouvait rester immobile dans la neige pendant 8 heures, attendant le moindre tir. Son commandant, le capitaine Grigori Vassilievitch Sokolov, disait d'elle qu'elle était la meilleure tireuse d'élite du bataillon. Mais Savelieva possédait une caractéristique unique qui la distinguait des autres tireurs. Elle ne se contentait pas de tirer. Elle considérait son arme comme un outil perfectible. Son expérience dans une usine d'optique lui avait appris à ne pas tenir la technologie pour acquise. Si quelque chose ne fonctionnait pas correctement, on pouvait le réparer. Si la lentille s'embuait, c'était un problème d'étanchéité ou de composition du verre. Si les organes de visée étaient désalignés, c'était parce que le montage était fragile. Elle portait une petite trousse à outils,
Un tournevis, une pince, du papier de verre, de l'huile pour arme, un chiffon. Les autres tireurs d'élite se moquaient d'elle. Pourquoi une femme s'embêterait-elle avec la mécanique? Mais Savelieva n'y prêta pas attention. Elle nettoyait son fusil tous les soirs. Elle vérifiait chaque vis de la hausse. Elle connaissait son Mosin comme un musicien connaît son instrument. À la fin de 1943, Savelieva était déjà une combattante aguerrie. Elle savait analyser le terrain, choisir sa position, évaluer le vent et les distances, respirer avant de tirer et disparaître ensuite. Elle avait survécu là où tant d'autres avaient péri. Elle avait appris non seulement à tirer, mais aussi à penser comme un tireur d'élite. Mais l'hiver 1943-1944 apporta un problème que ni l'expérience, ni le courage, ni l'adresse au tir ne pouvaient résoudre. Ce problème fauchait des dizaines de tireurs d'élite soviétiques. Et Savelieva voyait ses camarades mourir, les uns après les autres, impuissants aux moments les plus critiques de la bataille. Les premières gelées arrivèrent début décembre 1943. La température chuta à moins 15 degrés Celsius pendant la nuit. Savelieva se réveilla dans l'abri et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'air était différent, raide, sec. Le froid lui brûlait les poumons à chaque inspiration. Elle prit son fusil. Elle s'approcha de l'embrasure. Elle visa. Elle regarda dans le viseur. Rien. Le télescope était embué. La lentille était embuée de l'intérieur. Savelieva essuya l'oculaire avec un chiffon, en vain. La condensation se trouvait à l'intérieur du système optique, entre les lentilles. Elle ne pouvait pas l'atteindre. Elle ne distinguait que des points flous au lieu de cibles nettes. Elle pensait que c'était un problème passager. La vignette allait se réchauffer, la condensation allait disparaître. Mais rien de tout cela ne se produisit. Même après avoir laissé le fusil sous une couverture pendant 2 heures, la lunette restait opaque. L'humidité à l'intérieur avait gelé, formant des cristaux de glace microscopiques sur les surfaces internes des lentilles. Savelieva se rendit chez l'armurier du bataillon, le sergent-major Piotr Kuzmich Lednev. Ce dernier servait depuis 23 ans. Il réparait tout, fusils, mitrailleuses, mortiers, même les canons de char. S'il y avait bien une personne capable de l'aider, c'était lui. Lednev examina la lunette. Il la retourna entre ses mains, il la tint à la lumière, il secoua la tête. « C'est de la condensation », a-t-il dit. « L'humidité s'infiltre, elle gèle par temps froid. Tous les viseurs PU font ça, c'est un problème connu. » « Comment puis-je y remédier » demanda Savelieva. Lednev haussa les épaules. « Impossible. Les joints des viseurs en polyuréthane ne sont pas parfaits, ils laissent passer l'air. Et l'air contient de l'humidité. Lorsque la température change, l'humidité se condense à l'intérieur. C'est un phénomène physique. Vous pouvez démonter le viseur, nettoyer les lentilles et le remonter, mais le problème réapparaîtra dans la journée. « Alors, comment travaillent les tireurs d'élite en hiver » a demandé Savelieva. Lednev la regarda longuement. « Mauvais, dit-il doucement. Très mauvais. » Il avait raison. Au cours des 2 semaines suivantes, Savelieva a vu le problème se transformer en catastrophe. La 237e division comptait 13 tireurs d'élite. Fin décembre, seuls 3 étaient opérationnels. Les autres étaient inutilisables. Leur visée était brouillée. Ils ne pouvaient tirer avec précision au-delà de 150 mètres. Et à cette distance, les mitrailleurs et pistolets-mitrailleurs allemands les abattaient avant même qu'ils ne puissent faire feu. Le premier à mourir fut le sergent-chef Nikolai Borisovitch Tkatchouk. Il avait 26 ans et était originaire de Jitomir. Avant la guerre, il était professeur de mathématiques. Savelieva le connaissait depuis 4 mois. Ils s'asseyaient souvent ensemble dans l'abri, nettoyant leurs armes et parlant de chez eux. Le 7 décembre 1943, Tkatchouk reçut l'ordre d'éliminer un mitrailleur allemand qui bloquait la progression de l'infanterie soviétique. La mitrailleuse MG-42 était postée dans une position fortifiée à 400 mètres de là. En temps normal, c'était une tâche facile pour Tkatchouk. Il pouvait atteindre un homme à la tête à 500 mètres. Mais sa vue était obscurcie. Tkatchouk n'en parla pas à son commandant. Il ne voulait pas paraître faible. Il ramassa son fusil et rampa vers sa position. Il se rapprocha plus que d'habitude. 200 mètres. 150.
Il tentait de compenser la mauvaise visibilité par la proximité. Les Allemands l'ont vu. Une rafale de mitrailleuses faucha Katchouk avant qu'il ne puisse tirer. Son corps resta enfoui dans la neige jusqu'à la nuit tombée. Savelieva aida à le récupérer ce soir-là. Elle vit son visage, elle vit son fusil. Elle vit la vision trouble, encore voilée par le brouillard, inutilisable. 3 jours plus tard, le sergent Viktor Stepanovitch Gritsenko décédait. Il avait 32 ans. Il laissait derrière lui une épouse et 2 enfants à Kharkiv. Avant l'arrivée du gel, il était le meilleur tireur d'élite de sa division. On lui avait attribué 87 victimes confirmées. Gritsenko tenta de tirer sans lunettes. Il utilisa la visée ouverte de son fusil Mosin. Mais sa précision laissait à désirer. Il ne parvenait à atteindre sa cible qu'à courte distance. Le 10 décembre, il tenta d'abattre un officier allemand à 350 mètres. Il manqua sa cible. L'officier survécut. Des tireurs d'élite allemands repérèrent la fumée du tir. 3 balles atteignirent Gritsenko en 2 secondes. Il mourut sur le coup. Cette nuit-là, Savelieva resta assise dans l'abri, incapable de dormir. Elle pensait à Tkatchouk, à Gritsenko, aux autres tireurs d'élite rendus inutiles ou morts par des viseurs embués. C'était injuste. C'était absurde. Mourir non pas d'une balle ennemie, mais de la condensation à l'intérieur d'un morceau de verre et de métal. Elle se leva, elle prit son fusil. Elle alluma la lampe à pétrole. Elle commença à démonter le viseur. Lednev a déclaré que le problème était insoluble, que les joints des viseurs PU étaient mal conçus, que l'humidité s'infiltrerait toujours, que c'était inévitable. Mais Savelieva ne croyait pas à l'inéluctabilité. Elle travaillait dans une usine d'optique, elle assemblait des viseurs. Elle savait comment ils fonctionnaient, et elle savait que chaque problème a une solution. Il suffit de la trouver. Le viseur PU était de conception simple. Un tube en acier, 2 oculaires, un système de lentilles internes et des bagues de fixation aux extrémités. Les joints étaient en caoutchouc fin, ou du moins censés l'être. Savelieva sortit un joint torique et l'examina à la lumière. Le caoutchouc était dur et craquelé. Il avait perdu son élasticité sous l'effet du froid. Lorsque la température a chuté, le caoutchouc s'est contracté. Des interstices microscopiques sont apparus entre le joint et le métal du tube. L'air s'est infiltré par ces interstices, et avec lui, l'humidité. Savelieva avait compris la première partie du problème. Mais comprendre le problème ne suffisait pas. Il fallait trouver une solution. Et cette solution devait être simple, accessible et peu coûteuse. Elle ne pouvait pas commander de joints spéciaux à l'usine. L'usine était à des milliers de kilomètres. Même si elle parvenait à les contacter, la production de nouveaux joints prendrait des mois. Elle avait besoin de quelque chose qu'elle puisse faire ici, maintenant, avec ce qu'elle avait sous la main. Assise dans l'abri, elle réfléchissait. Dehors, le froid s'intensifiait. Le thermomètre affichait moins 22 degrés. Les autres tireurs d'élite dormaient. Savelieva tenait le joint torique entre ses doigts et essayait de comprendre comment le remplacer. Le caoutchouc devait être flexible, souple, même par temps glacial. Il devait adhérer fermement en métal et être totalement étanche à l'air. Mais où trouver de tels pneus pour l'avant? Savelieva se souvint du camion détruit, garé à 200 mètres de sa position. Un gaz AA. L'aviation allemande l'avait bombardé 1 semaine auparavant. La cabine était détruite. Le moteur avait fondu. Mais la carrosserie était intacte. Et les roues aussi. Les roues étaient équipées de chambres à air. Les chambres à air des pneus de voiture étaient fabriquées en caoutchouc épais de haute qualité. Ce caoutchouc devait rester souple à toutes les températures. Autrement, les pneus seraient inutilisables en hiver. Savelieva se leva, enfila son manteau, saisit un couteau, sortit dans le froid. Il était 2h30 du matin. La température était de moins 23 degrés. La lune projetait une faible lueur sur la neige. Savelieva s'approcha du camion accidenté. Les pneus étaient à moitié dégonflés, mais les chambres à air étaient intactes. Elle ouvrit une des chambres à air. Elle en découpa une longue bande de caoutchouc. Le caoutchouc était épais, mais élastique, même par temps froid.
Savelieva le pressa entre ses doigts. Le caoutchouc se plia. Il ne se fendit pas. Il ne durcit pas. Parfait. Elle retourna à l'abri. Elle déposa une bande de caoutchouc sur la table. Elle prit un couteau. Elle commença à découper des anneaux aux dimensions exactes des joints d'étanchéité en polyuréthane du viseur. Le travail était lent et fastidieux. Le caoutchouc devait être découpé avec précision. Un anneau trop grand et le viseur ne pourrait pas être assemblé. Trop petit et l'air s'infiltrerait. Savelieva a découpé le premier anneau en 20 minutes. Elle l'a essayé sur la lunette. Trop épais. Elle a enlevé une fine couche de caoutchouc. Elle a réessayé. Mieux. Un autre ajustement. Et encore un. À 4 heures du matin, elle avait taillé 2 bagues parfaites. Elle les installa dans la lunette à la place des anciens joints. Elle remonta la lunette et la monta sur la carabine. Mais cela ne résolvait que la moitié du problème. Les joints empêchaient l'air de pénétrer. Mais qu'en était-il de la condensation déjà présente à l'intérieur? Et de la fine pellicule d'humidité sur les lentilles, gelées dès les premières gelées? Savelieva se souvient de son travail dans une usine d'optique. On y utilisait des composés spéciaux pour traiter les lentilles, des composés qui empêchaient la formation de buée. Il s'agissait généralement de mélanges d'alcool et de glycérine. La glycérine attirait l'humidité, mais l'empêchait de se condenser en gouttelettes visibles. L'alcool, quant à lui, accélérait l'évaporation. Mais où trouver de la glycérine à l'avant? Savelieva y réfléchit. La glycérine était utilisée en médecine, pour soigner les plaies, pour adoucir la peau. Le bataillon médical aurait dû en avoir. Elle attendit jusqu'à l'aube. Elle se rendit au poste médical. Elle y trouva l'infirmière, Maria Ivanovna Voronova, à qui elle expliqua qu'elle avait besoin de glycérine. Voronova la regarda d'un air étrange. « Pourquoi as-tu besoin de glycérine, Yuda ?»« Pour la vue, » a déclaré Savelieva, « pour éviter que les lentilles ne s'embuent. » Voronova resta silencieuse un instant. Puis elle sourit. « Avez-vous une idée ?»« Oui. »« Alors voilà. » Voronova lui a donné une petite bouteille de glycérine et une bouteille d'alcool à friction. Savelieva retourna à l'abri. Elle démonta de nouveau la lunette. Elle mélangea de la glycérine et de l'alcool dans un rapport d'1 dose pour 3 doses d'alcool. Elle trempa un chiffon propre dans le mélange. Elle essuya soigneusement chaque lentille à l'intérieur de la lunette. Une fine couche du mélange glycérine-alcool restait sur le verre. Elle a remonté la lunette avec des joints neufs. Elle l'a montée sur la carabine. Elle a sorti la carabine dans le froid. Elle l'a posée dans la neige. Elle a attendu 30 minutes. Elle leva le fusil, visa, regarda dans le viseur. Limpide comme du cristal. Les lentilles ne s'embuèrent pas. La lunette fonctionnait parfaitement. Savelieva vit un arbre à 400 mètres aussi clairement que s'il était à 100 mètres. Elle distinguait la texture de l'écorce, les branches une à une et la neige sur les rameaux. Elle a trouvé une solution. Il fallait désormais le tester au combat. Savelieva n'a pas fermé l'œil de la nuit. Assise dans l'abri, elle tenait son fusil entre ses mains. La visée fonctionnait, elle le savait. Mais savoir et avoir confiance sont 2 choses différentes. La confiance ne s'acquiert que par l'expérience. Par les essais et les erreurs, dans des conditions où la moindre faute peut coûter des vies. Elle démonta et remonta la lunette 4 fois de plus cette nuit-là. À chaque fois, elle vérifia l'étanchéité. À chaque fois, elle inspecta les lentilles. Elle voulait être absolument certaine que sa modification ne se désagrégerait pas sous l'effet du recul, que les joints toriques ne bougeraient pas, que le film de glycérine ne gèlerait pas et ne se troublerait pas, même à des températures plus basses. Le lendemain matin, son système était prêt, simple, élégant et abordable. 2 joints toriques de chambre à air remplaçaient les joints d'origine. Les lentilles étaient traitées avec un mélange de glycérine et d'alcool à friction dans une proportion d'1 part pour 3 parts d'alcool. L'opération entière a duré environ 2 heures. Savelieva sortit de l'abri à 6 heures du matin. Le froid était glacial, moins 25 degrés. Le ciel était dégagé, la visibilité était parfaite. C'est par temps pareil que les Allemands se sentaient en sécurité. Ils savaient que les tireurs d'élite soviétiques étaient aveugles, que leurs viseurs étaient défectueux et qu'ils pouvaient se déplacer plus librement. Ils avaient tort.
Savelieva prit son fusil. Elle prit 30 cartouches. Elle attrapa un manteau de camouflage blanc. Elle annonça à son partenaire, le soldat Andrei Fyodorovitch Loukachev, qu'elle se mettait en position. Loukachev était observateur. Il observait aux jumelles, notait les observations et aidait à évaluer les distances. « Par ce froid ?» demanda Loukachev. « Je ne vois rien. »« Ça marche » a déclaré Savelieva. « Ça marche maintenant. » Loukachev la regarda d'un air dubitatif, mais ne dit rien. Ils se dirigèrent ensemble vers l'avant. Savelieva choisit un endroit qu'elle connaissait bien, une grange en ruine à 300 mètres derrière les tranchées soviétiques. Elle y avait une bonne vue sur les positions allemandes. La distance jusqu'aux tranchées allemandes était de 5 à 800 mètres, une bonne portée pour un tireur d'élite. Elle s'installa dans un coin de la grange. Elle arrangea son manteau blanc pour dissimuler les parties sombres de son uniforme. Elle posa le fusil sur une poutre en bois. Elle visa. Elle regarda dans le viseur. La photo était parfaite. Savelieva voyait les tranchées allemandes avec une netteté telle qu'elle les observait à travers des jumelles. Elle distinguait les soldats, un par un, leurs visages, leurs mouvements. Elle voyait la fumée de leurs cigarettes, la neige sur leurs casques, le givre sur leurs manteaux. La lunette n'a pas formé de buée. Les lentilles étaient propres. Le traitement à la glycérine a fonctionné. Savelieva sentit la tension des dernières semaines se dissiper. Pour la première fois depuis un mois, elle pouvait travailler. Travailler vraiment. Comme une tireuse d'élite. Comme une chasseuse. « Tu vois quelque chose ?» murmura Loukachev. Il était allongé à côté des jumelles. « Tout !» répondit Savelieva. « Je vois tout. » Elle se mit à observer. Patiemment. Méthodiquement. Elle ne cherchait pas de simples soldats. Elle cherchait des commandants, des officiers, les responsables. Ceux dont la mort causerait le plus grand tort. 27 minutes plus tard, elle aperçut la cible. Un officier allemand se trouvait à 570 mètres. Il était au bord de la tranchée, scrutant les positions soviétiques aux jumelles. Sa silhouette était nette et stable. Savelieva pouvait distinguer les insignes de grade sur son col. Officier SS, lieutenant ou Oberleutnant. Elle calcula la distance, elle vérifia la direction du vent au mouvement de la neige. Le vent était faible, 3 mètres par seconde de gauche à droite. La correction fut minime. Elle déplaça légèrement son viseur vers la droite. Respirez. Inspirez. Expirez lentement. Expirez à moitié. Pause. Doigt sur la gâchette. Pression douce et régulière. Pas de mouvement brusque. Tire. Le recul la frappa à l'épaule. Le fusil rebondit. Savelieva le remit rapidement en position initiale. Elle visa à travers le viseur. L'officier est tombé. Un tir précis, murmura Loukachev. Il observait aux jumelles. Un tir net. Il est mort. Savelieva ne ressentait aucune victoire. Pas maintenant. Un seul tir ne prouvait rien. C'était peut-être un coup de chance. Il lui fallait plus. Elle devait prouver que ce n'était pas un coup de chance, que sa modification fonctionnait de manière fiable. Elle attendit. Les Allemands ne se présentèrent pas. Ils étaient terrifiés. Un tireur d'élite avait tiré dans le froid glacial, alors que tous les tireurs d'élite soviétiques auraient dû être aveugles, les avait choqués. Savelieva attendit 30 minutes, puis 40, puis 1 heure. Enfin du mouvement. Un autre officier. Encore. 720 mètres. Il jeta un coup d'œil hors de l'abri, prudemment, rapidement. Mais Savelieva était prête. Calcul. Respiration. Tir. Frappé. L'officier s'est effondré dans l'abri. Loukachev a confirmé les dégâts. 1 heure plus tard, le 3e officier. 650 mètres. Touché. 2 heures plus tard, la 4e. 590 mètres. Touché. À la fin de la journée, Savelieva avait tué 6 officiers SS allemands. Tous à des distances comprises entre 500 et 750 mètres. Tous par une température de moins 25 degrés Celsius. Tous d'une seule balle. Sa vue ne s'est jamais obscurcie. De retour au poste du bataillon en fin de journée, Loukachev ne put contenir son enthousiasme.
C'est incroyable, dit-il. 6 en une seule journée, par ce gel. Liuda, comment fais-tu? Comment fonctionne ton télescope? Savelieva esquissa un sourire fatigué. Du caoutchouc et de la glycérine, dit-elle. Uniquement du caoutchouc et de la glycérine. La nouvelle de la mort des 6 officiers se répandit dans tout le bataillon en une seule soirée. Le capitaine Sokolov convoqua Savelieva à son abri. « Loukachov dit que vous avez tué 6 officiers aujourd'hui, » dit Sokolov. C'était un homme prudent. Il ne croyait pas aux rumeurs. « Est-ce vrai ?»« Oui, monsieur, camarade capitaine, » répondit Savelieva. « Par un froid de -25 ?»« Oui, monsieur. »« Comment ?» Savelieva lui parla des joints en caoutchouc, du traitement à la glycérine et de la façon dont elle avait résolu le problème de la buée sur les lunettes. Sokolov écoutait attentivement. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux pendant une longue minute. « Montrez-moi votre fusil, » dit-il finalement. Savelieva apporta le fusil. Sokolov examina la lunette. Il la démonta partiellement. Il observa les joints toriques. Il huma les lentilles. Elle dégageait une légère odeur de glycérine et d'alcool. « Ça pourrait marcher, » dit-il lentement. « Mais une journée ne suffit pas. Vous repartez demain. Et après-demain. Si votre lunette continue de fonctionner, nous essaierons votre méthode sur d'autres fusils. » « Compris, camarade capitaine. » Le lendemain matin, Savelieva reprit son poste. Le froid s'était intensifié. -28 degrés. À cette température, l'huile moteur ordinaire s'épaississait comme du miel, à laquelle le métal devenait cassant, à laquelle la peau gelait sur le métal en quelques secondes au contact d'une peau nue. Savelieva s'installa ailleurs, dans une maison en ruine, à 400 mètres derrière la ligne de front. De là, elle pouvait observer une bande de tranchées allemandes d'environ 1 km de long. Elle a travaillé toute la journée, méthodiquement, patiemment, attendant les meilleures cibles. Le soir venu, elle avait tué 5 officiers allemands, 1 capitaine et 4 lieutenants. Tous les tirs ont été confirmés, à des distances comprises entre 550 et 800 mètres. Le viseur fonctionnait parfaitement. Le 3e jour, elle a tué 7 policiers. Le 4e, 4. Le 5e, 6. En 5 jours de travail, elle avait confirmé la mort de 28 officiers SS. Un chiffre incroyable. En général, un bon tireur d'élite élimine 5 à 7 cibles par mois. Savelieva, elle, a réalisé cet exploit en une seule journée. Les Allemands commencèrent à paniquer. D'ordinaire, les officiers SS circulaient librement dans leurs tranchées, même par temps glacial. Ils savaient que les tireurs d'élite soviétiques étaient inoffensifs. Mais à présent, ils mouraient, les uns après les autres, par tous les temps, par le gel. Le commandement allemand a commencé à envoyer des notes aux unités. Faites preuve d'une extrême prudence. Tireurs d'élite soviétiques opérant par température glaciale. Technologie inconnue. Évitez les espaces ouverts. Mais les avertissements furent inutiles. Les officiers devaient prendre les devants. Ils devaient observer. Ils devaient se coordonner. Et à chaque fois qu'ils se présentaient, Savelieva était prête. 5 jours plus tard, le capitaine Sokolov la rappela. « Votre méthode fonctionne, dit-il sans préambule. Le commandement de la division souhaite l'étendre à tous les tireurs d'élite. Pourriez-vous former les autres ?»« Je peux, camarade capitaine. » « Combien de temps faut-il pour modifier une lunette ?»« 2 heures. Peut-être 3 si c'est la première fois que la personne le fait. Il nous reste 8 tireurs d'élite avec des fusils fonctionnels. 15 autres fusils dans l'arsenal ont des viseurs embués. Pouvez-vous former les techniciens ?»« Peu. » Le lendemain, Savelieva organisa sa première séance de formation. Elle réunit 3 armuriers de bataillon et leur fit une démonstration de sa méthode. Comment découper des joints toriques dans des chambres à air de voiture, comment choisir la bonne taille, comment les installer sur une lunette de visée, comment mélanger la glycérine à l'alcool et comment traiter les lentilles sans endommager le revêtement optique. Les armuriers écoutaient attentivement. Ils prenaient des notes, ils posaient des questions. Le sergent-major Lednev, l'armurier qui avait déclaré le problème insoluble, resta à l'écart et observa. Une fois l'entraînement terminé, il s'approcha de Savelieva. « Pardonne-moi, Liuda, dit-il doucement. J'ai dit que c'était impossible, je me suis trompé. » Savelieva secoua la tête. « Tu n'avais pas tort,
Les joints d'origine sont vraiment mauvais. Je viens d'en trouver un de remplacement. Lednev sourd. Vous n'avez pas seulement trouvé un remplaçant, vous avez sauvé nos tireurs d'élite. Au cours de la semaine suivante, des armuriers modifièrent 23 fusils. Le procédé était simple et accessible. On récupérait le caoutchouc des chambres à air de camions accidentés. Il y en avait beaucoup le long du front. La glycérine et l'alcool étaient fournis par le bataillon médical. Le travail prenait 2 à 3 heures par fusil. Fin janvier 1944, tous les tireurs d'élite de la 237e division utilisaient les viseurs modifiés. Les résultats furent immédiats et spectaculaires. En décembre 1943, avant la modification apportée par Savelieva, les tireurs d'élite de la division avaient enregistré 17 victimes confirmées pour l'ensemble du mois. En janvier 1944, après la mise en œuvre de la modification, ce nombre passa à 112. Les pertes allemandes parmi les officiers supérieurs devinrent critiques. La coordination des attaques se détériora. Le moral s'effondra. Les soldats SS, qui se considéraient comme une élite, commencèrent à craindre les espaces ouverts. Mais Savelieva elle-même restait la plus efficace. Le 23 janvier 1944, un événement se produisit qui fit de Savelieva une légende. Le commandement allemand préparait une contre-attaque sur le front de la 237e division. Les services de renseignement soviétiques interceptèrent des communications radio et apprirent que l'attaque serait coordonnée par le SS Obersturmbannführer Klaus Meyer, commandant du bataillon SS Nordland. Officier expérimenté, Meyer combattait depuis 1939 et avait participé aux campagnes de Pologne, de France et de Yougoslavie. Il était déployé sur le front de l'Est depuis 1941. Son bataillon était considéré comme l'un des meilleurs de la division SS Viking. Le commandement de la division a donné l'ordre d'éliminer Meyer avant l'attaque. Si le commandant de bataillon était tué, la coordination de l'attaque serait perturbée. L'attaque pourrait être contrariée ou affaiblie. La tâche a été confiée à Savelieva. Les services de renseignement indiquaient que Meyer dirigeait les préparatifs depuis un poste de commandement situé à 750 mètres des positions soviétiques. Il s'agissait d'un bunker fortifié dans un petit bosquet. Bonne protection. Mauvaise visibilité pour un tireur d'élite. Savelieva scruta les environs. Elle trouva une position sur le toit d'une église en ruine, à 900 mètres du poste de commandement allemand. La distance était considérable, presque à la limite de la portée efficace du fusil Mosin. Mais c'était la seule position offrant une vue directe sur l'abri. Elle s'installa sur le toit à 4 heures du matin. Le gel était glacial. Moins 31 degrés. La nuit la plus froide de l'hiver. Savelieva portait 3 couches de vêtements sous un manteau de camouflage blanc. Elle avait des gants de laine sans doigts. Son visage était protégé par une écharpe. Elle attendit. L'aube se leva lentement. Le ciel passa du noir au gris, puis au rose, puis au bleu pâle. La visibilité s'améliora peu à peu. Savelieva regarda dans la lunette. Le viseur fonctionnait parfaitement. Aucune buée. L'image était d'une netteté cristalline, même à moins 31 degrés. À 6h42, elle aperçut un mouvement près de l'abri. La porte s'ouvrit. 3 officiers en sortirent. Tous vêtus de longs manteaux, tous munis de jumelles. Savelieva observait à travers la lunette, tentant de déterminer lequel d'entre eux était meilleur. Les services de renseignement l'avaient décrit. Grand, mince, avec une cicatrice sur la joue gauche. Mais à 900 mètres de distance, les détails de son visage étaient indiscernables. Les officiers se tenaient près de l'abri. Ils discutaient. L'un d'eux désigna les positions soviétiques. Un autre acquiesça. Un troisième observait aux jumelles. Savelieva attendit. Elle avait besoin de certitude. L'erreur n'était pas permise. Tuer un simple officier ne perturberait pas l'attaque. C'était Meyer qu'il leur fallait. L'un des officiers se retourna. Le soleil illumina son visage. Savelieva aperçut une cicatrice. Une fine ligne blanche qui partait de sa tempe jusqu'à sa mâchoire. Meyer. Distance, 900 mètres. Vent, 4 mètres par seconde, de droite à gauche. Température, moins 31 degrés. Cible, immobile. Visibilité, bonne.
Savelieva a calculé la correction. À cette distance, la balle chute considérablement. Elle doit viser plus haut, environ 1,20 m au-dessus de sa tête. Le vent dévie la balle vers la gauche. Elle doit viser davantage vers la droite, d'environ 40 cm. Elle pointa le réticule vers un point situé à 1,20 m au-dessus de la tête de Meyer et à 40 cm à droite de son cintre. Respirez. Inspirez. Expirez. Expirez à moitié. Stop. Le doigt sur la gâchette. Le monde se réduisit au réticule du viseur, à la silhouette de l'officier, à l'équipage. À cet instant précis. Tire. Le temps sembla se figer. Savelieva vit le recul du fusil. Un nuage de fumée de poudre s'éleva. Une balle fendit l'air froid. 900 mètres. Le temps de vol est d'environ 2 secondes. Meyer commença à se retourner. La balle l'a touché à la tête. Il s'est effondré comme un arbre abattu. Instantanément. Sans un bruit que Savelieva aurait pu entendre d'une telle distance. 2 autres officiers accoururent à ses côtés. La panique s'empara des soldats. Quelques secondes plus tard, ils sortirent en courant de l'abri. Ils encerclèrent l'officier blessé et tentèrent de le secourir. En vain. Savelieva baissa son fusil. Son cœur battait la chamade. 900 mètres. Par moins 31 degrés. D'une seule balle. Elle avait tué le commandant du bataillon SS. Lukashov, allongé à côté des jumelles, murmura « Oh mon Dieu, Liuda, tu l'as fait? À 900 mètres? C'est impossible. » « C'est possible, » répondit Savelieva d'une voix douce, « si la visée fonctionne. » Ils descendirent du toit de l'église et rejoignirent la position du bataillon. 2 heures plus tard, les services de renseignement confirmèrent que l'attaque allemande avait été reportée. Le commandant du bataillon était mort. La coordination était rompue. L'attaque n'eut jamais lieu. Les Allemands se regroupèrent, mais l'occasion était perdue. Les troupes soviétiques fortifièrent leur position. Le commandement allemand annula l'opération. Une seule balle a changé le cours de la bataille. La nouvelle du tir sur Savelieva se répandit rapidement. Le commandement de division en informa le corps d'armée, puis celui de l'armée. À 900 mètres, par moins 31 degrés. Le commandant du bataillon SS fut tué. L'attaque fut déjouée. Une semaine plus tard, un colonel de l'état-major de l'armée arriva à la 237e division. Il apporta des instructions. La méthode de modification de la visée de Savelieva devait être étendue à toutes les unités de tireurs d'élite de l'armée. Savelieva fut convoqué au quartier général de la division. Le colonel Alexandre Ivanovitch Krylov la rencontra personnellement. « Camarade sergent-chef Savelieva, dit-il d'un ton officiel, votre modification des lunettes de visée pour tireurs d'élite est d'une grande valeur pour l'armée rouge. Le commandement a décidé d'étendre votre méthode à tous les fronts. Vous formerez des instructeurs qui, à leur tour, formeront des armuriers dans d'autres divisions. » Savelieva se tenait au garde à vous. « Je sers l'Union soviétique, camarade colonel. » Au cours du mois suivant, Savelieva a animé 13 sessions de formation. Elle a formé des armuriers de différentes divisions. Elle leur a montré comment découper des joints toriques, comment choisir la bonne taille et comment usiner des lentilles. Le processus était simple, mais exigeait de la précision. Savelieva expliquait chaque détail, répondait aux questions et vérifiait leur travail. Fin février 1944, plus de 300 fusils de précision avaient été modifiés selon la méthode Savelieva sur le seul premier front ukrainien. Fin mars, ce chiffre dépassait 1200. Les résultats furent impressionnants. L'efficacité des tireurs d'élite quadrupla en hiver. Les pertes parmi les officiers allemands augmentèrent de façon critique. Le commandement allemand fut contraint de changer de tactique. Les officiers commencèrent à éviter les positions avancées. La coordination se détériora. Le moral s'effondra. Les tireurs d'élite soviétiques, aveugles et inefficaces dans le froid, redevenaient une menace mortelle. Mais Savelieva restait la plus efficace. Elle continuait à travailler chaque jour, méthodiquement, patiemment, sélectionnant les meilleures cibles, détruisant l'état-major ennemi. Fin mars 1944, elle avait confirmé avoir tué 89 officiers SS durant les seuls mois d'hiver. Fin avril, ce chiffre atteignait 109. 109 officiers en 4 mois.
Parmi eux se trouvaient 3 commandants de bataillon, 17 commandants de compagnie, 42 commandants de section, et le reste étaient des adjudants, des signaleurs et des coordinateurs d'artillerie. La mort de chaque officier a perturbé la chaîne de commandement, créé le chaos, ralenti les opérations et démoralisé les soldats. Les Allemands commencèrent à l'appeler « la mort blanche ». Les soldats SS murmuraient qu'elle n'était pas humaine, qu'elle était un fantôme, qu'elle apparaissait de nulle part et disparaissait sans laisser de traces, qu'elle était immortelle. Le commandement allemand mit sa tête à prix, 5000 Reichsmark, une somme colossale, l'équivalent du salaire annuel d'un officier. Plusieurs tireurs d'élite allemands relevèrent le défi, ils traquaient la chasseuse. Ils sont tous morts. Savelieva était trop prudente, trop méthodique. Elle ne tirait jamais 2 fois du même endroit. Elle ne restait jamais plus de 30 secondes au même endroit après avoir tiré. Elle ne suivait jamais un itinéraire prévisible. Elle apparaissait, tirait et disparaissait. La première tentative des Allemands pour tuer Savelieva eut lieu le 3 février 1944. Le tireur d'élite allemand, le SS Oberscharführer Werner Krüger, arriva sur la ligne de front de la 237e division dans le but précis de traquer la mort blanche. Tireur d'élite chevronné, Krüger comptait à son actif 63 victimes confirmées. Il combattit à Leningrad, Moscou et Stalingrad. Il était considéré comme l'un des meilleurs tireurs d'élite de la division SS Viking. Krüger étudia les schémas de tir. Il analysa les endroits où Savelieva avait déjà tiré, tentant de prédire où elle réapparaîtrait. Il prit position dans un bâtiment en ruine, d'où il avait une bonne vue sur plusieurs positions potentielles de tireurs embusqués. Il a attendu 2 jours. Le 3e jour, il aperçut un mouvement. Un manteau blanc sur la neige. Une silhouette s'installait à la fenêtre d'une grange en ruine, à 600 mètres de là. Krüger sourit. Il pointa sa lunette. Il commença à viser. Il ignorait que Savelieva l'attendait. Elle étudia les positions allemandes. Elle comprit qu'il la traquait. Elle repéra des points d'observation potentiels pour un tireur d'élite allemand. Elle utilisa un leurre, un mannequin en blouse blanche placé à la fenêtre d'une grange. Elle se trouvait ailleurs, à 750 mètres de la position de Krüger. Elle observait à travers la lunette. Elle attendait. Lorsque Krüger pointa son arme sur le mannequin, il laissa brièvement apparaître un bout de tête. Juste une seconde. Mais cela suffit. Savelieva était licenciée. La balle lui traversa la tempe gauche. Il mourut sur le coup. Son fusil tomba au sol de l'abri. Les Allemands découvrirent son corps 1 heure plus tard. La 2e tentative a eu lieu le 27 février. Le commandement allemand envoya 2 tireurs d'élite. Ils opéraient par binôme. L'un observait, l'autre tirait. Expérimentés et prudents, ils savaient qu'ils traquaient un ennemi redoutable. Ils choisirent un emplacement offrant une bonne vue et un abri. Ils commencèrent à observer et attendirent patiemment. Savelieva ne les voyait pas, mais elle les sentait. Après des mois de guerre, elle avait développé un sens du danger hors du commun. Une intuition inexplicable, mais qui lui avait sauvé des vies à maintes reprises. Ce jour-là, elle ne prit pas ses positions habituelles. Elle choisit plutôt un endroit qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. Un château d'eau en ruine, à 1 kilomètre de la ligne de front. De là, elle pouvait observer une vaste zone. Aux jumelles, elle aperçut 2 tireurs d'élite allemands. Ils étaient bien camouflés. Mais l'un d'eux bougea par inadvertance. Savelieva remarqua le mouvement. La distance était grande, 840 mètres. Mais sa visée fonctionnait parfaitement. Elle les a abattus tous les 2. En 2 coups de feu, à 12 secondes d'intervalle. Après cela, les Allemands ont cessé d'envoyer des tireurs d'élite spécifiquement pour traquer Savelieva. Le coût était trop élevé. Mais Savelieva a continué à travailler. Chaque jour, elle prenait position. Chaque jour, elle choisissait ses cibles. Chaque jour, elle rapprochait la victoire d'un tir. Un officier tué, un soldat soviétique sauvé. Sa méthode de modification des viseurs se répandit de plus en plus. En avril 1944, elle était utilisée sur tous les fronts de la Grande Guerre patriotique. Des milliers de tireurs d'élite pouvaient désormais opérer par tous les temps, même en cas de gel.
Le commandement de l'armée rouge commença à intégrer la méthode de Savellieva dans les instructions officielles destinées aux armuriers. Des manuels, des schémas et des plans furent publiés. Ce qui avait commencé comme une improvisation d'un homme dans un abri glacial devint partie intégrante de la doctrine militaire. Le commandement allemand tenta de s'adapter. Il commença à restreindre les déplacements des officiers sur le front, à recourir davantage aux abris et à modifier les itinéraires. Mais ces mesures ralentirent le commandement, nuisirent à la coordination et engendrèrent des retards. Les tireurs d'élite soviétiques ont acquis un avantage que les Allemands n'ont pas pu compenser. Au printemps 1944, l'offensive de grande envergure de l'armée rouge débuta. Savellieva participa à la libération de l'Ukraine. Sa division progressa vers l'ouest à travers des territoires occupés depuis 3 ans. Savellieva a vu des villes détruites, des villages incendiés, des gens qui pleuraient de joie à la vue des soldats soviétiques, des enfants qui avaient vécu 3 ans sous l'occupation allemande. Cela renforça sa détermination. Chaque officier SS tué était une vengeance pour les maisons détruites, les écoles incendiées, les civils assassinés. Pour 3 années d'horreur. Elle n'a pas tiré pour les statistiques. Elle a tiré pour son pays. Fin avril 1944, elle avait abattu 109 officiers SS, un résultat confirmé durant les 4 mois d'hiver. Un résultat exceptionnel, parmi les plus élevés des tireurs d'élite de l'armée rouge sur une période aussi courte. Son commandement l'a proposé pour une distinction. Le 7 mai 1944, la sergente-chef Lyudmila Andreïevna Savellieva a reçu l'ordre du drapeau rouge. La cérémonie s'est déroulée au quartier général de la division. Des officiers, des tireurs d'élite du bataillon et des correspondants de la presse militaire étaient présents. Le commandant de la division, le général de division Piotr Konstantinovitch Zarov, a personnellement épinglé la décoration sur sa tunique. « Camarade sergent Savellieva, dit le général, votre courage et votre ingéniosité ont sauvé la vie de centaines de soldats soviétiques. Votre méthode de modification des viseurs a révolutionné la guerre des tireurs d'élite. L'armée rouge est fière de vous. » Savellieva se tenait au garde à vous. Elle n'éprouvait pas de fierté au sens habituel du terme. Elle ressentait de la satisfaction d'avoir accompli son devoir, d'avoir pu aider, et de savoir que ses camarades n'étaient plus aveuglés par le froid. Après la cérémonie, d'autres tireurs d'élite du bataillon l'ont approché. Ils l'ont félicité et remercié. Certains ont raconté comment les lunettes de visée modifiées leur avaient sauvé la vie, comment elles leur avaient permis d'éliminer l'ennemi dans des situations où ils auraient été auparavant impuissants. Le sergent-major Lednev, l'armurier qui avait un jour déclaré que le problème était insoluble, lui serra la main. « Liuda, dit-il doucement, tu as changé le cours de la guerre. Tous les soldats n'en sont pas capables. » Savellieva sourit. « Je viens de résoudre le problème. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose. » Lednev secoua la tête. « Non, pas tout le monde. La plupart auraient accepté le problème comme inévitable. Vous, non. Voilà la différence. » Mais la guerre continua. Et Savellieva poursuivit son travail. En mai 1944, sa division participa à la libération de la Crimée. Savellieva opéra dans des conditions difficiles, terrain montagneux, visibilité réduite. Mais son habileté compensa ces difficultés. En juin, la Biélorussie fut libérée. L'opération Bagration, l'une des plus importantes offensives de la guerre, débuta. Savellieva accompagna les unités de première ligne, éliminant les officiers qui tentaient d'organiser la défense. En juillet, Pologne. En août, à l'approche de la frontière allemande. À la fin de 1944, Savellieva comptait à son actif 237 victimes confirmées, ce qui l'a placée parmi les tireuses d'élite les plus prolifiques de la Grande Bière patriotique. Mais les chiffres ne disaient pas tout. Derrière chaque chiffre se cachait une personne. Un officier allemand qui refusait désormais de donner des ordres, un bataillon qui avait perdu son commandant, une attaque déjouée, et la vie de soldats soviétiques sauvés. Savellieva l'avait compris. Elle ne visait pas les records, elle visait la victoire. L'hiver 1944-1945 fut le dernier de la guerre. Le froid était intense, moins 25, moins 30 degrés. Mais désormais, les tireurs d'élite soviétiques disposaient de viseurs fonctionnant par tous les temps. Savellieva poursuivit son travail. Pologne, Prusse orientale, Allemagne.
Le 7 février 1945, elle tua le dernier officier SS de sa carrière, le SS Hauptsturmführer Karl Weber, commandant de compagnie. Portée 720 mètres, un seul coup. Elle fut ensuite retirée du front. Le commandement jugea qu'elle était trop précieuse, que son expérience était nécessaire à la formation des nouveaux tireurs d'élite et que le risque de la perdre était inacceptable. Savelieva n'a pas protesté. Elle était soldat. Elle a obéi aux ordres. Elle fut mutée dans une école de tireurs d'élite située à l'arrière des lignes ennemies, près de Moscou. Là, elle forma de nouveaux tireurs d'élite, leur transmettant son expérience. Elle leur enseignait non seulement le maniement du tir, mais aussi la réflexion, l'analyse et la capacité à trouver des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Elle leur a appris à modifier les viseurs. Elle a parlé des anneaux en caoutchouc et du traitement à la glycérine. Elle a expliqué pourquoi cela fonctionne, comment la physique et la chimie peuvent être des alliés précieuses pour un soldat. Membres de ses élèves ont ensuite combattu au front, utilisant ces méthodes et survivant grâce à ses enseignements. La guerre prit fin le 9 mai 1945. Savelieva apprit la nouvelle à l'école de tireurs d'élite. Elle se tenait dans la cour avec d'autres instructeurs et élèves. Elle écouta l'annonce radio de la capitulation de l'Allemagne. Elle vit des gens pleurer de joie, s'enlacer, rire et pleurer à la fois. Elle restait immobile. Elle pensait à la guerre, aux camarades qui n'avaient pas vécu assez longtemps pour voir ce jour. À Tkatchouk, mort avec sa lunette embuée en décembre 1943. À Gritsenko, qui avait essayé de travailler sans lunettes. Aux centaines d'autres tireurs d'élite morts à cause d'un problème technique qu'elle avait contribué à résoudre. Elle repensait aux officiers allemands qu'elle avait tués. 237 hommes. 237 vies fauchées par ces balles. Elle n'y éprouvait aucune joie, aucune fierté au sens habituel du terme. Elle avait le sentiment d'avoir accompli son devoir, d'avoir fait ce qu'elle devait faire, d'avoir contribué à la fin de la guerre un jour plus tôt. La guerre était finie, mais son héritage ne faisait que commencer. Après la guerre, Lyudmila Savelieva est retournée à Poltava. La ville était dévastée. L'occupation allemande avait duré 2 ans. De nombreux bâtiments avaient été détruits. Beaucoup de gens étaient morts. Mais la ville a été reconstruite. Savelieva avait 24 ans. Elle avait survécu à 4 années de guerre, 4 années au front. 237 morts confirmés. L'ordre du drapeau rouge. 2 médailles pour le courage. La médaille pour la défense de Moscou. La médaille pour la victoire sur l'Allemagne. Mais elle ne voulait pas que la guerre définisse sa vie. Elle voulait construire, créer, vivre. L'usine d'optique où elle travaillait avant la guerre fut détruite. Les Allemands s'emparèrent du matériel, les bâtiments furent incendiés. Mais le gouvernement soviétique entreprit la reconstruction de l'industrie. De nouvelles usines furent construites, on recherchait des ouvriers qualifiés. Savelieva a postulé pour un emploi dans une nouvelle usine d'optique à Kharkiv. Elle a été embauchée immédiatement. Son expérience était précieuse, ses connaissances en optique approfondies et sa réputation excellente. Elle a commencé sa carrière comme ingénieure dans la fabrication d'instruments d'optique. Pas des lunettes de visée militaire, mais des instruments civils, des microscopes pour les écoles et les laboratoires, des jumelles pour l'observation de la nature et des télescopes pour les astronomes. Ce travail était gratifiant. Créer des outils qui aident les gens à voir le monde et non à s'entre-détruire, mais son expérience militaire n'a pas été oubliée. En 1947, le ministère de la Défense de l'URSS la contacta pour lui soumettre une demande. Il développait une nouvelle génération de lunettes de visée pour tireurs d'élite et souhaitait en améliorer la conception, en intégrant une modification au modèle standard. Savelieva a accepté de jouer le rôle de consultante. Elle a travaillé avec des ingénieurs concepteurs, leur expliquant les problèmes rencontrés par les tireurs d'élite sur le terrain et partageant sa solution à base de joints en caoutchouc et de traitement à la glycérine. Les ingénieurs écoutaient attentivement. Ils prenaient des notes, ils posaient des questions. Le résultat fut un viseur en polyuréthane modernisé. Il comportait des joints améliorés, basés sur le principe de Savelieva. Le caoutchouc était spécialement conçu pour conserver son élasticité à des températures allant de -50 degrés à 40 degrés Celsius. Les lentilles étaient traitées en usine avec un composé spécial afin d'éviter la condensation. Ce viseur fut adopté en 1951.
Il fut utilisé par les tireurs d'élite soviétiques pendant des décennies, durant la guerre de Corée, au Vietnam, en Afghanistan, et partout où les tireurs d'élite soviétiques ont combattu. Et au cœur de sa conception, se trouvait une idée qui est venue à une jeune tireuse d'élite de 22 ans, dans un abri glacial, durant l'hiver 1943. En 1953, Savelieva épousa Viktor Stepanovitch Lebedev, ingénieur dans la même usine. Ils eurent 2 enfants, une fille, Irina, en 1955, et un fils, Oleg, en 1958. Savelieva parlait rarement de la guerre. Ses enfants savaient que leur mère avait été tireuse d'élite. Ils savaient qu'elle avait été décorée. Mais elle ne leur en donnait pas les détails. La guerre appartenait au passé. Elle vivait au présent. Mais parfois, très rarement, quand on lui posait la question, elle racontait une histoire de l'hiver 1943-1944. Des paysages voilés par le brouillard, des camarades tombés au combat, un camion accidenté et une chambre à air, de la glycérine et de l'alcool. Comment une simple décision avait changé les règles de la guerre. L'assistance écoutait avec admiration. Nombreux étaient ceux qui n'arrivaient pas à croire qu'une femme aussi discrète et modeste fût une tireuse d'élite légendaire. Qu'elle avait abattu 237 officiers allemands. Que les Allemands la surnommaient « la mort blanche » et avaient mis sa tête à prix. Mais c'était vrai. En 1965, pour commémorer le 20e anniversaire de la victoire, un grand défilé d'anciens combattants fut organisé à Moscou. Savelieva y fut invitée. Elle vint accompagner d'autres tireurs d'élite de la guerre. Elle rencontra ses camarades. Elle vit les survivants. Ils se tenaient sur la place rouge. Ils écoutaient les discours. Ils se souvenaient de leurs camarades tombés au combat. Savelieva pensait à Tkatchouk, à Gritsenko, à tous ceux qui ne sont jamais revenus. Après le défilé, un journaliste l'a abordée et lui a demandé une interview. Savelieva a accepté. « Lyudmila Andreevna, demanda le journaliste, quel est votre plus grand accomplissement durant la guerre ? Avoir détruit 237 ennemis ?» Savelieva secoua la tête. « Non, dit-elle doucement. Ma plus grande réussite, c'est d'avoir aidé d'autres tireurs d'élite à survivre et à travailler. Ma méthode de modification des lunettes de visée a été utilisée par des milliers de tireurs. Elle a sauvé plus de vies que je n'aurais pu en sauver avec mes propres tirs. C'est ce dont je suis vraiment fier. » L'interview a été publiée dans le journal Krasnaya Zvezda. L'histoire de Savelieva a connu un large succès. Des magazines ont écrit sur elle, des documentaires ont été réalisés, et elle a été invitée à s'adresser à des écoliers et des étudiants. Elle a parlé de bien plus que de la guerre. Elle a évoqué l'importance de l'éducation. Elle a expliqué comment ses connaissances en physique et en optique l'avaient aidée à résoudre un problème militaire. Elle a montré comment la pensée d'ingénieur peut sauver des vies. Après avoir écouté ses discours, de nombreux jeunes ont décidé de devenir ingénieurs, étudier la physique, étudier l'optique, résoudre des problèmes. En 1972, Savelieva a reçu le titre d'ingénieur émérite de la RSFSR pour sa contribution au développement de l'industrie optique. En 1985, à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire, elle a été décorée de l'Ordre de la guerre patriotique, première classe. Elle a continué à travailler jusqu'à sa retraite en 1987. Elle avait 65 ans. 42 ans de travail dans des usines d'optique, des dizaines d'appareils développés, des centaines de spécialistes formés. Elle menait une retraite paisible. Elle passait du temps avec ses petits-enfants, lisait, s'occupait de son jardin et rencontrait occasionnellement d'autres anciens combattants. En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée. Les temps difficiles ont commencé. De nombreux anciens combattants se sont retrouvés dans une situation désespérée. Les pensions étaient faibles, l'État était faible. Mais les gens se souviennent. Ils se souviennent de ceux qui ont défendu la patrie. Ils se souviennent de ceux qui ont gagné la guerre. Savelieva était invitée aux réunions d'anciens combattants et aux commémorations. Le 9 mai, jour de la victoire, elle se rendait toujours au mémorial de Poltava. Elle y déposait des fleurs et se souvenait de ses camarades tombés au combat. En 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la victoire, le gouvernement ukrainien lui a décerné le titre de « Héros d'Ukraine ». La cérémonie s'est déroulée à Kiev. Le président lui a remis personnellement la distinction. « Lyudmila Andreevna », a déclaré le président.
Votre courage et votre ingéniosité sont un exemple pour toutes les générations. Vous avez démontré qu'une seule personne peut changer le cours de l'histoire, que l'intelligence et le courage, unis, sont invincibles. Savellieva avait 83 ans. Elle se tenait sur scène, petite, frêle, les cheveux gris. Mais son regard était clair, sa voix était assurée. « Je ne faisais que mon devoir », a-t-elle déclaré. Comme des millions d'autres soldats soviétiques. Nous ne nous sommes pas battus pour la gloire, nous nous sommes battus pour que nos enfants puissent vivre en paix. Cette récompense appartient à tous ceux qui ont combattu, à tous ceux qui sont morts, à tous ceux qui ont survécu et reconstruit le pays. En 2011, des historiens militaires russes et ukrainiens ont mené une étude sur l'impact de la méthode Savellieva sur le cours de la guerre. Ils ont examiné des documents d'archives, des statistiques sur les pertes et des rapports d'unités de tireurs d'élite. Leurs conclusions étaient impressionnantes. La méthode de modification de visée de Savellieva a été utilisée sur tous les fronts de la Grande Guerre patriotique à partir du printemps 1944. Plus de 8000 fusils de précision avaient été modifiés grâce à sa méthode avant la fin de la guerre. L'efficacité des tireurs d'élite en conditions hivernales a été multipliée par 4,5 après la mise en œuvre de cette méthode. Les pertes parmi les tireurs d'élite soviétiques en hiver ont diminué de 67%. Les pertes d'officiers allemands ont augmenté de 123% durant les mois d'hiver 1944 et 1945 par rapport à l'hiver 1942 et 1943. Des chercheurs ont calculé que la méthode de Savellieva a indirectement contribué à sauver la vie d'environ 2300 tireurs d'élite soviétiques qui auraient pu mourir, faute de pouvoir opérer efficacement en hiver. Un homme, une idée, 2300 vies sauvées. Tel fut le véritable héritage de Lyudmila Savellieva. Elle est décédée le 23 janvier 2017, exactement 73 ans jour pour jour après avoir tué son premier officier allemand avec une lunette de visée modifiée par une température de moins 28 degrés Celsius. Elle avait 95 ans. Les funérailles ont été célébrées avec les honneurs militaires. Des anciens combattants, des militaires, des personnalités politiques et des citoyens ordinaires étaient présents pour rendre hommage aux défunts. Son cercueil fut porté par de jeunes soldats de l'armée ukrainienne, des tireurs d'élite. Ils la portèrent lentement, solennellement, comme on porterait un héros. Des gens ont pris la parole sur sa tombe. Ils ont raconté des histoires de sa vie, de ses exploits, de sa contribution à la victoire. Parmi les intervenants figurait le colonel Sergueï Viktorovitch Melnikov, commandant de l'école de tireurs d'élite. Il a expliqué comment la méthode Savellieva est encore étudiée dans les académies militaires et comment les lunettes de visée modernes s'inspirent des principes qu'elle a découverts en 1943. Lyudmila Andreyevna Savellieva nous a montré, a-t-il déclaré, que la guerre se gagne non seulement par la bravoure, mais aussi par l'intelligence. Non seulement par la force, mais aussi par l'ingéniosité. Elle était à la fois soldat et ingénieur. Elle était guerrière et scientifique. Elle a prouvé qu'une personne qui réfléchit vaut une armée de ceux qui se contentent d'obéir aux ordres. Après les funérailles, sa fille, Irina Viktorovna, a fait don du fusil de sa mère au musée militaire de Poltava. Il s'agissait du même fusil Mosin équipé d'une lunette de visée PU que Savellieva avait modifié durant l'hiver 1943. Le fusil avec lequel elle avait tué 109 officiers SS en 4 mois. Le fusil est désormais exposé au musée, dans une vitrine spéciale, à côté d'une plaque commémorative retraçant l'histoire de Lyudmila Savellieva. Comment elle a résolu le problème de la buée sur les viseurs grâce à des anneaux en caoutchouc provenant d'une chambre à air de voiture et à un mélange de glycérine et d'alcool. Comment une solution simple a changé le cours de la guerre. Des milliers de personnes viennent admirer ce fusil chaque année. Des écoliers, des étudiants, des anciens combattants, de simples passionnés d'histoire. Ils se tiennent devant la vitrine et tentent de l'imaginer. Une jeune femme de 22 ans dans un abri glacial, démontant une lunette de visée à la lueur d'une lampe à pétrole, découpant les anneaux en caoutchouc d'une chambre à air, mélangeant de la glycérine et de l'alcool, résolvant un problème que les ingénieurs militaires jugeaient insoluble. Ils tentent d'imaginer moins 28 degrés Celsius, une distance de 700 mètres, un officier allemand dans le viseur, un coup de feu, un tir réussi.
Ils essaient d'imaginer comment une seule personne peut changer le cours de la guerre. L'histoire de Lyudmila Savelieva ne se résume pas à celle d'une tireuse d'élite. Elle illustre le pouvoir de l'esprit humain. Elle montre comment l'éducation et le savoir peuvent être une arme aussi puissante qu'un fusil. Elle illustre comment une seule personne qui réfléchit, qui refuse de considérer les problèmes comme une fatalité, qui cherche des solutions, peut sauver des milliers de vies. Savelieva n'était pas une super-héroïne. C'était une personne ordinaire. Ouvrière dans une usine d'optique, fille d'un enseignant et d'une infirmière. Elle ne possédait aucun super-pouvoir. Elle possédait du savoir, de la débrouillardise et de la détermination. Et cela suffisait. En 2020, une équipe d'historiens russo-ukrainiens a publié une biographie complète de Savelieva. L'ouvrage s'intitule « La mort blanche », l'histoire de Lyudmila Savelieva et du fusil qui a changé la guerre. L'ouvrage devint un best-seller. Il fut traduit en 12 langues et fit l'objet d'articles dans la presse internationale. Les historiens militaires occidentaux reconnurent la contribution de Savelieva au développement de la science du tir de précision. L'American Sniper Association a intégré la méthode de Savelieva à son programme de formation comme exemple d'improvisation sur le terrain et de solution d'ingénierie aux problèmes militaires. L'armée israélienne, réputée pour ses tireurs d'élite, étudie l'histoire de Savelieva comme un exemple de la manière dont un simple soldat peut apporter une contribution allant au-delà de ses fonctions d'officiel. La méthode de Savelieva est mentionnée dans les manuels modernes de génie militaire, non pas comme une curiosité historique, mais comme un exemple concret d'application de la pensée scientifique dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les lunettes de visée pour tireurs d'élite intègrent des technologies de pointe. Optique numérique, télémètre laser, compensation automatique du vent et de la température. Mais les principes fondamentaux demeurent inchangés. L'étanchéité doit être irréprochable, les lentilles protégées de la condensation et l'optique performante en toutes circonstances. Ces principes ont été établis par une jeune femme de 22 ans dans un abri glacial ukrainien durant l'hiver 1943. L'histoire de Lyudmila Savelieva nous rappelle plusieurs choses importantes. Tout d'abord, cet héroïsme se manifeste de bien des façons. Il ne s'agit pas seulement de se jeter dans une brèche, ni de se livrer uniquement à des combats au corps à corps. Il s'agit aussi du travail discret et minutieux que représente la résolution de problèmes, l'amélioration des outils et le partage des connaissances. Deuxièmement, l'éducation sauve des vies. Les connaissances en physique et en optique acquises par Savelieva à l'usine lui ont permis de résoudre un problème militaire. Sans ces connaissances, elle n'aurait été qu'une simple tireuse d'élite à la vision défaillante. Troisièmement, une seule personne peut changer le cours de l'histoire. Savelieva n'était ni générale, ni politicienne, ni même officier. Elle était simple sergent. Pourtant, son idée s'est répandue dans toute l'armée. Elle a sauvé des milliers de vies et a bouleversé l'équilibre des forces de tireurs d'élite. Quatrièmement, la guerre ne se résume pas à la destruction. Elle est aussi source de créativité, d'innovation et de résolution de problèmes. Elle implique des personnes qui réfléchissent à la manière d'améliorer leurs armes, leurs tactiques et leurs outils. Enfin, le véritable héritage d'un homme ne se mesure pas au nombre d'ennemis qu'il a tués, mais au nombre de vies qu'il a sauvées, au nombre de personnes qu'il a formées et au nombre de problèmes qu'il a résolus. Lyudmila Savelieva a tué 237 officiers allemands. Mais elle a sauvé 2300 tireurs d'élite soviétiques qui pouvaient opérer en hiver grâce à sa méthode. Elle a formé des milliers d'armuriers à la modification de systèmes de visée. Elle a influencé la conception des lunettes de visée pour tireurs d'élite encore utilisées aujourd'hui. Voilà son véritable héritage. À Poltava, sur la place des héros, se dresse un monument aux vétérans de la Grande Guerre patriotique. Parmi les noms gravés dans le marbre figure celui de Lyudmila Andreyevna Savelieva, sergent-chef, tireuse d'élite, ordre du drapeau rouge. Un panneau d'information a récemment été installé près du monument. On y voit une photographie de la jeune Savelieva en uniforme militaire, fusil à la main. Le texte raconte son histoire. L'histoire des lunettes de visée embuées. L'histoire des anneaux en caoutchouc. L'histoire de la glycérine. L'histoire de 109 officiers SS. L'histoire d'une méthode qui a sauvé des milliers de vies. Les gens s'arrêtent, ils lisent, ils sont stupéfaits. Beaucoup découvrent cette histoire pour la première fois.
Nombreux sont ceux qui ignoraient qu'une tireuse d'élite avait réussi à changer le cours de la guerre non seulement par ses tirs, mais aussi par son intelligence. Des écoliers visitent le monument, leurs enseignants leur parlent de Savelieva, de l'importance de l'apprentissage, du pouvoir du savoir et de la force qu'une seule personne, porteuse d'une idée, peut surpasser une armée sans idée. Certains enfants demandent « Comment a-t-elle su utiliser des pneus de voiture ?» Les enseignants répondent « Elle connaissait la physique, elle savait pourquoi le télescope s'embut, et elle savait que le caoutchouc pouvait résoudre le problème. Elle n'a pas deviné, elle a réfléchi. » Cette leçon reste d'actualité aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'ère du numérique. Une leçon qui nous rappelle que l'éducation est essentielle, que la science est essentielle, que la pensée d'ingénieur est essentielle. Lyudmila Savelieva était soldate, mais elle était aussi ingénieure, enseignante et innovatrice. Elle a démontré que ces rôles ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Qu'un guerrier d'exception est celui qui allie courage et intelligence. Son histoire perdure, dans les musées, dans les livres, dans les manuels des académies militaires, dans la mémoire de ceux qui se souviennent de la Grande Guerre patriotique, dans les lunettes de visée de tireurs d'élite qui utilisent encore les principes qu'elle a découverts il y a 80 ans. Chaque année, le 23 janvier, jour anniversaire du premier coup de feu tiré par -28 degrés Celsius, les anciens combattants se rassemblent au monument de Poltava. Leur nombre diminue d'année en année. La guerre est loin derrière nous. Mais le souvenir demeure. Ils restent silencieux. Ils se souviennent. Ils déposent des fleurs. Ils pensent à ceux qui ne sont pas revenus, à ceux qui ont donné leur vie pour la victoire. Et ils pensent à Lyudmila Savelieva, une femme menue, dotée d'un esprit brillant et d'un caractère bien trempé. Une tireuse d'élite qui a transformé un simple fusil Mosin en une arme redoutée par toute la SS. Une ingénieure qui a résolu un problème et sauvé des milliers de vies. À propos de l'homme qui a prouvé qu'une seule personne peut changer le monde. Son fusil repose silencieux dans une vitrine de musée. Mais son histoire continue de parler, d'instruire, d'inspirer. C'est l'histoire de la façon dont l'intelligence peut être une arme. Que le savoir sauve des vies. Que l'éducation est un pouvoir. Voici l'histoire de Lyudmila Savelieva. Tireuse d'élite, ingénieure, héroïne. La femme qui a changé la guerre avec un anneau de caoutchouc et une goutte de glycérine.